Vendredi 24 juillet 2026, 11h02. Au-dessus d'un champ de blé, près du village de Padina, dans le județ de Buzău, un missile RR tiré par un chasseur Fizet roumain déchire en plein ciel un drone de fabrication russe. 2 Eurofighter Typhoon italiens l'avaient pris en chasse quelques minutes plus tôt, sans parvenir à l'abattre, c'est le FSISI qui l'a eu, et ce fait, en apparence anodin, est en réalité une première. La première destruction d'un drone dans toute l'histoire de la Roumanie. Le lendemain, samedi, on recommence, cette fois dans le delta du Danube. Le dimanche matin, à 10h13, un troisième engin tombe au-dessus des eaux territoriales roumaines, dans le secteur de Sulina-Chilia, en pleine mer Noire. 3 jours, 3 drones, 3 tirs. Et de Moscou, pendant ces 3 jours, pas un mot, rien. Le silence parfois est la réponse la plus bruyante qui soit. Voilà ce que presque personne ne vous a raconté cette semaine. Pendant que la plupart des caméras fixaient d'autres fronts, une ligne rouge s'est tracée, presque en silence, sur le flanc oriental de l'OTAN. Parce que, il faut bien saisir une chose, c'est pas une banale histoire d'interception. Pendant 4 ans, un drone russe a pu tourner 50 minutes dans le ciel roumain, tranquillement, et repartir sans qu'un seul coup de feu soit tiré. 50 minutes. Et personne ne bronchait. Alors la question qui devrait nous tenir en haleine est simple. Après 4 années d'incursion avalées en silence, pourquoi le feu s'ouvre-t-il précisément maintenant ? Qu'est-ce qui a changé dans la tête des dirigeants roumains et de l'Alliance derrière eux entre ce drone impuni et ces 3 épaves ramassées dans les champs de blé ? Retenez cette image du champ de Padina, parce que cette semaine, dans le ciel du delta, c'est pas seulement une cible qui a été abattue, c'est le verbe d'une phrase vieille de 4 ans qui vient de changer. Et quand le verbe change, croyez-moi, tout le sens de la phrase change avec lui. Reprenons parce que l'enjeu est plus grand qu'il n'y paraît. Ce dont nous parlons, c'est pas de 3 drones abattus. C'est du moment précis où l'OTAN a réécrit, sur le terrain, les règles d'engagement de tout son flanc est. C'est pas un incident tactique isolé, c'est un changement dans le code de comportement de l'Alliance tout entière. Une doctrine qui tenait depuis le premier jour de cette guerre vient d'être percée, méthodiquement, 3 jours de suite. Pour comprendre ce qui s'est vraiment joué, nous allons décortiquer cette affaire couche par couche. D'abord, le film de ces 72 heures et le schéma bien plus vaste dans lequel elles s'inscrivent, un schéma qui court de la Baltique à la mer Noire. Ensuite, le mécanisme, pourquoi la digue cède maintenant, et le piège financier que personne dans les capitales occidentales n'a vraiment envie de regarder en face. Enfin, la couche géopolitique, une phrase lâchée par Vladimir Poutine cette même semaine, la faille intérieure de l'Alliance que Moscou adore exploiter, et le prochain examen qui attend déjà cette nouvelle règle, plus au nord. 3 couches, et au bout, un constat qui renverse complètement l'objectif que Moscou s'était fixé. Commençons par le début, ces 3 nuits, vendredi donc. Le radar raccroche une cible entrant par la direction de l'Ukraine à une vingtaine de kilomètres à l'est du port de Sulina. L'engin s'enfonce dans les terres suivant un axe Braila-Fetești-Buzău. 4 appareils décollent. Les 2 typhoons italiens, déployés en Roumanie dans le cadre de la mission de police du ciel de l'OTAN, engagent la cible et échouent à la faire tomber. Un FSIS de l'armée de l'air roumaine prend le relais, tire son missile à 11h02 et le drone s'écrase en zone inhabitée près de Padina. Le parquet général roumain examine l'épave et l'identifie. Un drone de type Shahed, exactement le modèle que la Russie emploie contre l'Ukraine. Le samedi, le scénario se répète dans le delta, à l'ouest de Svantu-Gheorghe. 4 appareils de l'OTAN en l'air, de nouveau. Et là, un détail qu'il faut manier avec prudence, car il s'agit d'une évaluation préliminaire, non confirmée. La cible de ce 2e jour aurait pu être un engin à réaction, un châssis plus rapide qu'un Shahed classique. Nous y reviendrons, parce que ce détail, s'il se confirme, en dit long. Le dimanche, à 10h13, un F-16 décollé de la base de Fetești, sous commandement opérationnel de l'OTAN, enterre le 3e drone dans les eaux territoriales roumaines, sur la ligne Sulina-Chilia. Là encore, les enquêtes sur les engins de samedi et de dimanche sont toujours en cours au moment où je vous parle. Maintenant, quittons un instant les communiqués et descendons sur le terrain. Parce que derrière ces horaires précis, il y a des villages et des gens. Les habitants du delta connaissent le rythme de ces nuits par cœur. La nuit tombe. Les tirs de défense antiaérienne montent depuis la direction d'Izmaï et de Roni, sur la rive ukrainienne du fleuve. Des dépôts de carburant, des silos à grains prennent feu de l'autre côté de l'eau. Et sur la rive roumaine, les téléphones se mettent à sonner, les uns après les autres. Les messages d'alerte du système Hero Alert résonnent dans les hameaux, consignes de mise à l'abri en pleine nuit, et à l'aube, des équipes qui ratissent les champs à la recherche de débris, encore fumants. Voilà le quotidien réel qui se cache derrière la froideur de la statistique. Face à cette accumulation, la réponse politique n'a pas tardé. Bucarest a convoqué l'ambassadeur de Russie. La chef de la diplomatie roumaine, Oana Toiu, a dénoncé publiquement ces violations répétées.
Et le président roumain, Nicu Șordan, un homme à peine entré en fonction, élu au printemps 2025, a qualifié ces incursions d'inadmissibles et d'intolérables, rappelant que l'espace aérien roumain est en même temps celui de l'OTAN et de l'Union européenne. 3 jours, 3 tirs. Une résolution qui devient presque une routine administrative. Mais si la vraie information n'était pas dans ces 3 épaves, si elle se cachait dans ce que ces 3 jours, mis bout à bout, révèlent d'un dessein bien plus vaste, car ces 3 drones ne sont pas 3 accidents isolés. Ils sont l'échéance d'un schéma ouvert 10 mois plus tôt, en septembre 2025, au-dessus de la Pologne. Souvenez-vous, dans la nuit du 9 au 10 septembre 2025, lors d'une frappe massive de la Russie sur l'Ukraine, une vingtaine de drones pénètrent l'espace aérien polonais. La réponse de l'OTAN fut l'une des plus grandes mobilisations de défense aérienne de toute la guerre. 6 Polonais, 35 Néerlandais, avions d'alerte avancés italiens, batterie Patriot allemande. Ce fut le premier engagement à balles réelles de l'histoire de l'Alliance sur son propre sol. Et voici le détail qui change toute la lecture. En surface, une nuit de défense réussie. Mais la plupart de ces engins n'étaient pas des armes. C'était des leurs bon marché, sans charge militaire. Le but n'était pas de détruire quoi que ce soit. Le but, c'était une radiographie. Où se réveillent les radars? Combien de minutes s'écoulent avant que tel chasseur décolle? Comment réagit chaque capitale, une par une? Cette nuit-là, le mot test a cessé d'être une métaphore pour devenir une opération méthodique et froide. Et ce test ne s'est pas arrêté là. La Pologne invoque l'article 4 du traité. 2 jours plus tard, l'Alliance lance l'opération Eastern Sentry, déversant avions et systèmes sur le flanc, du Danemark à l'Italie. 3 jours après, un drone russe entre en Roumanie, la fameuse visite de 50 minutes sans un seul tir. Une semaine plus tard, 3 MiG, 3 Russes traversent l'espace aérien estonien pendant 12 minutes. Tallinn invoque à son tour l'article 4 et convoque, pour la première fois en plus de 3 décennies, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Dans les mêmes jours, des drones non identifiés paralysent pendant des heures les aéroports de Copenhague et d'Oslo. Une alerte au brouillage GPS touche même l'avion de la présidente de la Commission européenne. Le tout se déroule dans l'ombre du grand exercice militaire russo-biélorusse Zapad, dans une atmosphère si tendue que la Pologne ferme purement et simplement ses postes frontières avec la Biélorussie. Le motif de cet automne-là apparaît aujourd'hui en pleine lumière. Ce n'était pas une pluie d'accidents dispersés, c'était un test de pression continue, courant de la Baltique à la mer Noire, un cran plus audacieux à chaque étape. Temps de réaction des radars mesurés, règles d'engagement sondées, cohésion de l'alliance mise sous tension. Les services de renseignement du flanc et le répétaient depuis des mois, la pression et le sondage vont monter. Les 3 jours que la Roumanie vient de vivre, c'est cet avertissement arrivé à échéance. Et Bucarest, en tirant, vient de changer le corrigé de l'examen. Alors pourquoi maintenant? Pour le comprendre, il faut regarder un seul trait sur la carte, le fleuve. Entre la Roumanie et l'Ukraine court une frontière de 650 km et sa portion la plus sensible est le delta, là où le Danube rejoint la mer. Depuis que le corridor occidental de la mer Noire est devenu la bouée de sauvetage du grain ukrainien, la Russie pilonne systématiquement les ports de la rive ukrainienne, Izmaïl, Roni. Or, entre ces ports et le sol roumain, il y a par endroits quelques centaines de mètres. Quelques centaines de mètres, les SM de Shahed explosent nuit après nuit sous le nez même de l'OTAN. Dans cette étroite bande d'eau, la notion de haute côté de la frontière perd tout son sens. C'est aussi pourquoi l'hypothèse d'un engin à réaction le deuxième jour est si importante. Contre un Shahed à hélice, la fenêtre de réaction se compte en minutes. Contre une cible à vitesse de réacteur, elle se réduit à quelques secondes. Celui qui teste ne mesure peu, être pas seulement les radars. Il chronomètre les réflexes des défenseurs. Pendant 4 ans, l'immense majorité des drones entrant dans le ciel roumain a été classée comme un simple débordement de ces frappes. Des munitions au guidage corrompu, déviées par la guerre électronique, ou suivant des routes qui épousent la côte. Soyons honnêtes sur ce point, prouver l'intention, drone par drone, est quasiment impossible. Moscou n'a pas reconnu ces engins comme siens, et par le passé, dans des cas similaires, le Kremlin s'est réfugié derrière la défense du « nous n'avions aucune cible dans ce pays ». Sur ces 3 jours précis, il n'a rien dit du tout. Mais voici le mécanisme central, celui qui fait basculer toute l'affaire. La nouvelle réponse de Bucarest rend le débat sur l'intention sans objet. Débordement accidentel ou test délibéré, le résultat, pour l'OTAN, arrive à la même porte. Des munitions traversent la ligne et volent dans un ciel de l'Alliance. Qui que ce soit qui les envoie, pour quelque raison que ce soit désormais, qui entre et abattu. Le nouveau cadre d'engagement, poussé, après des mois de pression du chef d'état-major, à débloquer le volet juridique, mais le premier tir reste toujours une décision politique. Et cette décision prise 3 jours de suite dit une chose, le coût de ne pas tirer est devenu plus grand que le risque de tirer.
Maintenant, l'honnêteté commande de retourner la médaille, parce que cette doctrine a un prix, et l'Alliance le sait parfaitement. Abattre un drone qui vaut quelques dizaines de milliers d'euros avec un missile RR qui en vaut plusieurs centaines de milliers de dollars est une équation intenable sur la durée. Relisez ce rapport un instant, on dépense parfois 10 fois la valeur de la cible pour la détruire, et la nuit polonaise en avait montré l'autre visage. Un missile parti de travers est allé se loger dans le toit d'une maison, en Lublinois. Le vrai projet sur la table européenne n'est donc pas cette débauche de missiles hors de prix. C'est un mur anti-drone en couche, destiné à se tenir derrière les FCIS, des réseaux de capteurs, de la guerre électronique, et surtout des intercepteurs bon marché. Les 3 jours de la Roumanie, il faut les lire ainsi. Le pont, coûteux mais nécessaire, de la dissuasion, en attendant que ce mur existe. L'Alliance achète du temps. Une nuance encore, et elle est capitale, car c'est elle qui tient toute la ligne d'escalade. Cette nouvelle grammaire s'applique aux cibles sans pilote. Personne n'a tiré de missile sur les MiG, 3-1 dans le ciel estonien. Abattre un avion habité, avec un homme à bord, est un tout autre étage d'escalade, et l'Alliance refuse de poser le pied sur cette marche. Un drone, c'est différent. Aucune vie à bord. Sa destruction est proportionnée, sa facture politiquement supportable. La formule de l'OTAN tient précisément dans cet interstice. Escorte pour l'appareil habité, destruction pour l'engin sans pilote. Une ligne finement calibrée qui fait tenir dans la même phrase la résolution et la gestion de l'escalade. Mais pourquoi cette responsabilité retombe-t-elle sur la Roumanie en particulier? Parce que Bucarest n'est plus un membre ordinaire du flanc sud-est de l'OTAN. C'est devenu le pilier candidat de tout ce flanc. Regardons d'abord l'inventaire militaire tel qu'il est rapporté. Avec des appareils repris au Portugal, à la Norvège et aux Pays-Bas, la Roumanie exploite une flotte croissante d'environ 70 XFIS, tout en bâtissant le pont vers le F-35. La base de Mihail Kogalnicianu est en passe de devenir l'une des plus grandes installations de l'OTAN du continent. L'image vue cette semaine, celle de Typhoon italiens et de FCIS roumains engageant la même cible ensemble, était la première répétition à chaud, en conditions réelles, de cette architecture. Un futur bouclier de la mer Noire, multinational et intégré. Autour de ce pilier, il y a des anneaux. Le premier, c'est la Moldavie. Son dossier est épais, des hivers de chantage énergétique, des saisons électorales assombries par des soupçons d'opérations d'argent et de désinformation, des responsables relais dans des régions sensibles comme la Gagaouzie, et le conflit gelé de Transnistrie avec sa garnison russe qui porte sur le papier une étiquette de force de maintien de la paix. La main de Moscou vers la Moldavie a toujours été hybride. Et ce qui empêche cette main de devenir une prise physique, c'est l'assurance géographique que forment le sud, résistant de l'Ukraine, et le ciel roumain. La gâchette de Bucarest à Chișinău, on l'a entendu comme un profond soupir de soulagement. Le second anneau, c'est la mer Noire elle-même. Les drones navals ukrainiens ont repoussé la flotte russe vers l'est, le corridor céréalier s'est appuyé sur la rive occidentale, et le trio Turquie-Roumanie-Bulgarie a tissé un partenariat de sécurité de fait du déminage aux patrouilles. La leçon institutionnalisée de cette guerre pour les riverains est simple. Si aucune marine extérieure ne vient, ceux qui sont sur le rivage tisseront eux-mêmes leur sécurité. Dans ce tableau, le ciel roumain est le bord avancé de la présence de l'OTAN sur la rive occidentale de la mer Noire. Chaque ligne tracée là s'inscrit dans l'équilibre de toute la mer, et chaque capitale côtière, d'Ankara à Sofia, a consigné la gâchette de Bucarest dans son propre registre de sécurité. Passons maintenant à la phrase la moins commentée et peut être la plus lourde de toute la semaine. Ces mêmes jours, Vladimir Poutine a parlé. Lors de son discours pour la journée de la marine à Saint-Pétersbourg le 26 juillet, et selon l'agence russe TASS, il a déclaré en substance que l'Ukraine perdrait tôt ou tard ses territoires occidentaux, le cadeau de Staline, et que tout reviendrait à ses racines historiques en Hongrie, en Roumanie et en Pologne, la Russie se présentant ni plus ni moins comme l'unique garant de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Je vous le donne pour ce que c'est, un propos, une revendication, une menace même, et certainement pas un fait établi sur l'avenir. Cette phrase se lit sur 2 niveaux. En surface, c'est le récit révisionniste habituel, celui qui grignote la légitimité de l'Ukraine en tant qu'État. En dessous, c'est un message voilé adressé aux États frontières, les cartes ne sont pas permanentes. Et prononcer ces mots la semaine même où la Roumanie abat des drones, en suggérant au pays que sa frontière pourrait un jour devenir une monnaie d'échange, cela n'affaiblit en rien la résolution de Bucarest. Au contraire, cela répond à la question pourquoi tirer maintenant dans la voie même de Moscou. Soyons également lucides sur le front intérieur de l'Alliance. L'un des premiers commentaires venus d'outre-Atlantique après la nuit polonaise de septembre fut « ça aurait pu être une erreur ». Cet écart de ton entre les capitales du flanc et Washington, c'est exactement la brèche préférée de Moscou. Les 3 jours de la Roumanie referment un peu cette brèche. Un fait accompli,
formés sur le terrain, transforment le débat. On ne demande plus faut-il le faire, mais c'est fait. Êtes-vous derrière? Oui ou non? Et il faut le noter pour l'histoire, celui qui défend la gâchette à Bucarest est un président à peine entré en fonction, qui a gagné son mandat en défendant précisément la ligne occidentale. Cette résolution a aussi une colonne vertébrale intérieure. Et le prochain examen de cette nouvelle grammaire est déjà en vue, la Baltique. Au centre de l'équation nord se trouve Kaliningrad, cette exclave russe coincée entre la Lituanie et la Pologne, bourrée de missiles et de systèmes de guerre électronique. La défense de Moscou pour le survol des MiG, 3 ans en septembre, fut précisément un vol de transit vers Kaliningrad. Ce corridor offre à la Russie un alibi tout prêt pour chaque violation. Quand la règle « on détruit l'engin sans pilote » établie au-dessus de la Roumanie voyagera vers le nord, 2 choses seront tarifées pour la première fois avec un vrai risque d'être abattues. Les vols transpondeurs éteints et les incursions de drones autour de Kaliningrad. La patrouille navale Baltic Sentry, née après les sabotages de câbles et de gazoducs dans cette mer, veille déjà. La ligne tracée à Bucarest pourrait bien se retracer dans les mois qui viennent au-dessus de Vilnius, de Riga et de Tallinn. La même règle à une autre latitude. Et à ce stade, l'histoire nous tend un miroir. Nous, francophones, nous en connaissons un exemple précis. En 1956, lors de la crise de Suez, la France et le Royaume-Uni furent contraints par Washington de retirer leurs troupes. La leçon dure, portée sur les limites de la puissance alliée quand l'appui américain vient à manquer. Jusqu'où s'étend au juste la garantie américaine? Voilà la question que 1956 a plantée dans la mémoire stratégique européenne. Mais regardez le renversement. Cette fois, sans attendre le feu vert de Washington, sans se laisser paralyser par le « ça aurait pu être une erreur », le flanc oriental européen ne s'est pas dérobé. Il a tenu et il s'est soudé de lui-même. L'histoire nous montre un schéma, elle ne prédit jamais le résultat, mais ce schéma-là résonne fort. D'ailleurs, dès septembre, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, décrivait la nuit polonaise comme pas un incident isolé, disant ouvertement que l'imprudence de la Russie dans les airs devenait plus fréquente. Ce que la Roumanie vient de vivre, c'est ce diagnostic qui se transforme en ordonnance. Et l'on arrive ici à l'idée qui condense tout le reste. Pendant 4 ans, la règle sur le flanc et de l'OTAN se lisait ainsi. Les munitions russes entrent, les chasseurs décollent, tout le monde retient son souffle, on ramasse les débris, on rédige une note. Cette semaine, le verbe de cette phrase a changé. Ça entre et c'est abattu. Voilà tout. En stratégie comme en grammaire, quand le verbe d'une phrase change, c'est le sens de la phrase entière qui bascule. Revenez maintenant à ce drone du début, celui qui, hier encore, tournait 50 minutes impuni au-dessus du delta avant de repartir tranquillement. Le même ciel, la même route. Mais un verbe différent. Le champ de blé de Padina n'était pas une anecdote de plus dans un registre d'incident, c'était le premier mot d'une phrase entièrement nouvelle. Mais qu'est-ce que tout cela signifie concrètement pour nous, francophones de France et du Canada? Bien plus qu'on l'imagine, et le fil est déjà tissé dans l'actualité de la semaine. Car le cadre symbolique de ce week-end est venu de Paris. Le président Nikouchordan s'est tenu aux côtés de la présidente moldave Maya Sandu au sommet de la coalition des volontaires sur les garanties de sécurité à l'Ukraine, aux Invalides. Le pays qui abat les drones est le pays dans le viseur de la pression hybride russe, assis à la même table, et c'est la France qui les accueille aux côtés de ses partenaires. Autrement dit, la France n'est pas une spectatrice de cette histoire. Elle est déjà l'hôte de l'architecture de garantie qui se dessine. C'est pas qu'une image. La France déploie des troupes en Roumanie sur ce flanc et, dans le cadre de la présence avancée renforcée de l'OTAN, et participe à la police du ciel dans cette région. La règle inaugurée cette semaine dans le ciel du Delta, c'est aussi la doctrine sous laquelle opèrent, en ce moment même, des militaires français. Et ce flanc est un banc d'essai grandeur nature pour toute éventualité future de l'OTAN, la saturation de la défense antimissile, la masse bon marché contre la précision hors de prix et la fiabilité des alliés sous une présidence américaine transactionnelle. Le piège du coup que la Roumanie affronte aujourd'hui, avec ses missiles à des centaines de milliers de dollars, c'est exactement le problème que les armées françaises et canadiennes devront résoudre demain. Pour le Canada, le lien est tout aussi concret. Ottawa figure parmi les plus grands donateurs d'aide à l'Ukraine rapporté à sa population, avec une diaspora ukrainienne de plus d'1 million de personnes. Ce n'est pas un geste symbolique, c'est un choix stratégique. Et il y a le fil alimentaire. Le corridor du Danube et le grand port roumain de Constanța sont des portes critiques par lesquelles le grain ukrainien rejoint le monde. Chaque explosion dans le delta fait trembler toute la chaîne, des primes d'assurance au trafic des barges. Ce que la Roumanie défend, ce n'est pas seulement son ciel, c'est un maillon de la logistique alimentaire de l'Europe et un facteur des prix mondiaux du blé qui se répercutent jusque sur les marchés canadiens et sur l'inflation à la table française. Reste à savoir ce qui vient ensuite. 3 trajectoires se dessinent pour les semaines à venir.
Première trajectoire, le test s'éteint. Moscou met à jour son bilan coût-bénéfice, éloigne ses routes de drones du delta, les violations se raréfient et la crise se dissout dans une statistique. Deuxième trajectoire, le test change de porte. Si la pression a heurté un mur en Roumanie, la même main peut tenter la Baltique, la Pologne, ou passer carrément sous la mer, du côté des infrastructures, comme le rappellent les câbles et les gazoducs endommagés ces dernières années, ou parmi les coques de la flotte fantôme. La nature de la guerre hybride, c'est de glisser de la porte verrouillée vers la fenêtre d'à côté. Troisième trajectoire, l'escalade. Des essaims plus denses, des engins à réaction plus rapides, et un jour peut être la crise politique qui éclate quand des débris tombent enfin sur un village habité. Le dénominateur commun de ces trois chemins, c'est que l'initiative ne siège plus uniquement à Moscou. Les 3 jours de Bucarest ont certifié une chose, le test n'est plus gratuit. Désormais, chaque violation est aussi une ligne inscrite dans le registre du Kremlin. Alors récapitulons, encadrant toute la guerre d'un seul trait, la Russie a bâti cette guerre sur l'isolement de l'Ukraine. 4 ans plus tard, le voisin occidental de l'Ukraine abat des drones russes, ses voisins du Nord fusionnent leurs défenses aériennes, et les 2 extrémités de l'alliance, de Tallinn à Bucarest, parlent désormais la même langue d'engagement. Le test aura peu être produit l'exact inverse de son but, le flanc ne s'est pas desserré, il s'est soudé. Ce qui vient sera dit par 3 marqueurs. La prochaine violation surgira-t-elle encore au-dessus du delta du Danube? Si elle survient, la gâchette de Bucarest partira-t-elle à la même vitesse? Et Moscou brisera-t-il enfin son silence? La ligne rouge est tracée. Reste à voir qui s'en approche et de combien. Alors je vous pose la question, ces 3 jours de la Roumanie stoppent-ils la vague de sondages russes? Ou la pression va-t-elle simplement se déplacer vers un autre point du flanc? Et si le premier mot russe finit par tomber, sera-t-il « ce n'est pas nous », un accident ou une menace?